De GPS Médicis, Carl Sibard, bonjour. Bonjour François. C'est un bizarre d'environnement, encore une fois. On se dit qu'il y a reprise, puis Joe Oliver, la semaine passée, il arrive avec un milliard de promesses de réduction d'impôts, puis il se dit, il n'y a pas de problème, l'économie est en train... On se fait surprendre par toutes sortes de mauvaises nouvelles, encore une fois. Oui, mais nous, ce midi, on avait à l'agenda de vous parler de 3 entreprises que nous avons recommandées lors de précédentes émissions. Et la première de celles-ci, en fait, c'est Apple, que nous avons dans notre portefeuille depuis quelques années, déjà depuis 3 ans exactement. Et nous avons obtenu 95 de rendement sur ce titre. Alors, nos clients sont extrêmement contents, évidemment, de ce résultat. Et nous l'avions acheté, si vous vous rappelez bien, à environ 55 là, sur une base comparable après fractionnement. Alors, aujourd'hui, le titre est autour de 108 Et ce qui est plus important, bien, le résultat est très important, mais c'est la façon d'y arriver. Comme vous savez, Apple avait été quand même massacré d'une manière assez importante l'année passée, presque il y a plus qu'un an. Elle avait perdu ce qu'elle avait gagné avant. Elle avait descendu à presque 57 $. Et nous, la raison que nous l'avions conservé, c'est parce que nous connaissions vraiment sa valeur. Il y a même du monde qui nous reprochait à cette époque d'aimer Apple. En fait, on n'aime pas. Si tu te souviens, il y a un an, je t'avais posé la question, comment se fait que tu aimes Apple? Moi, j'ai bien de la misère avec. Puis j'ai comme l'impression de ne plus comprendre le modèle d'affaires de cette entreprise-là. On n'aime pas Apple plus qu'une autre entreprise. Qu'est-ce qu'on aime? C'est la quantité d'argent qu'elle produit. Elle est encore aujourd'hui, elle produit autour de 50 milliards de dollars par année. Elle a réussi à faire croître son bénéfice, malgré que c'était supposé être une entreprise qui est en déclin. Vous vous rappelez la sanction que le marché lui avait donnée l'année passée, elle est en déclin. Elle a réussi à faire accroître son bénéfice par action de 13 %. Elle a un programme, le programme le plus important au monde de distribution aux actionnaires. Elle a racheté probablement à la hauteur de 50 milliards de dollars d'actions. Puis ils veulent le refaire encore. Mais... Tout à fait. Mais moi, le problème que je vois là-dedans avec ça, cette histoire-là, c'est d'être obligé tout le temps d'emprunter parce qu'ils ne veulent pas rapatrier aux États-Unis leur argent parce qu'ils se feraient imposer tout de suite. Il n'y a pas un danger de réemprunter pour acheter des actions ou encore de distribuer un dividende? Non? Aucunement, parce que les taux d'intérêt sont bas actuellement. Elle est pas, elle a quand même 120 milliards dans son coffre, dans son trésor. Puis n'oubliez pas que le taux d'imposition que s'impose Carl Icahn faisait justement référence à ce point. Elle s'impose un taux d'imposition qui est beaucoup plus élevé que les autres entreprises qui ont les mêmes montants d'argent à l'extérieur. Elle est à la hauteur de 26 plutôt que 20 Elle considère qu'elle, si elle devait rapatrier cet argent-là, elle paierait déjà l'impôt. Alors, c'est déjà compris dans les taux d'imposition en certaines parties, si on veut. Bon. Bien sûr qu'il y a eu des nouveautés, c'est ça qui fait progresser le titre, là. Il y a eu Apple 6 qui a bien marché, on s'entend. Exactement. Et Apple Pay qui a été lancé en même temps. Oui. Depuis que nous avons le titre, ils n'ont pas cessé de renouveler leurs produits existants par de nouvelles versions, de meilleures versions technologiques. Que ce soit le iPhone, que ce soit également le iPad, et que ce soit également les ordinateurs. On oublie également de dire qu'actuellement, toutes les sociétés qui manufacturent des ordinateurs, leur part de marché actuellement décroît, leur vente décroît, tandis que ceux d'Apple actuellement grimpent. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus friands des produits de Apple. Et en plus de cela, il y a quelques mois, il nous a annoncé de nouveaux produits. Alors, ce qui est, à notre avis, excellent pour le futur de Apple. Parlons un peu d'Apple Pay. Oui, l'Apple Pay, comme vous avez dit tout à l'heure, comme vous avez mentionné, il a été annoncé aux États-Unis, il est déjà en fonction et son succès dépasse même les attentes. 10 des plus grosses banques américaines ont adhéré à ce nouveau système de paiement sécuritaire. Parce qu'il faut se rappeler également 2 éléments. La première des choses, le téléphone, tout se passe par le téléphone intelligent. Le téléphone intelligent ne transmet aucune information confidentielle, personnelle aux marchands, comparativement à toutes les autres technologies actuellement qui le font. Alors, c'est un système qui est très apprécié par les gens, qui est sécuritaire. Le deuxième élément, ce qui a été toujours un frein à l'adoption de nouvelles technologies de paiement aux États-Unis, c'est que les commerçants gardaient leurs vieux appareils.
leur vieux système de points de vente. Mais aujourd'hui, les cartes de crédit, les sociétés qui émettent les cartes de crédit vont forcer les commerçants à se mettre à niveau, sinon les fameuses fraudes ne seront plus remboursées par les émetteurs de cartes de crédit. Alors, ça va être vraiment au détriment des marchands. Alors, les marchands sont forcés. Et cet événement-là fait en sorte que Apple peut profiter d'un nouvel environnement pour introduire son système de paiement en ligne qui va évidemment être en lien avec les nouveaux systèmes de points de vente qu'ils vont mettre en place. C'est payant, bébite, parce que eux, là, c'est des ententes particulières avec les banques. C'est les banques qui payent, là. C'est pas le client, c'est pas... Exactement. Et nous, on pense que les banques vont partager environ, à ce qu'on a su, les contrats sont confidentiels avec les banques, mais les banques vont économiser, finalement, vont financer les tarifs que vont charger Apple grâce aux économies qu'ils vont faire sur les fraudes qui vont être évitées avec ces nouveaux systèmes de paiement sécuritaires. Bon. Là, Apple Watch n'est pas là. C'est encore une promesse, à ce que je sache. Là. Oui. Ça va arriver 2015. On prévoit 2015. Oui. Gadget ou gadget nécessaire? En fait, on est un peu plus, je dirais... sceptique, c'est le bon mot, effectivement, que je cherchais. Parce que c'est difficile, on l'a pas entre les mains. On ne sait pas vraiment à quel besoin. Parce qu'une montre, c'est souvent un bijou. Là, aujourd'hui, on ajoute un outil technologique. On ajoute, évidemment, il faut que ça donne l'heure en premier. Et c'est ça que ça va faire. Mais est-ce qu'effectivement, ça va être adopté et en quelle quantité ça va être adopté par les gens? C'est très difficile à prévoir. Alors, il y a de l'incertitude par rapport à la montre d'Apple. Parce que l'iPhone est requis, là, pour être capable de se servir de cette montre-là, parce que c'est un système Bluetooth quand même. Là. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et ça crée peut-être un obstacle, un irritant à l'utilisation de la montre. Mais on verra bien. Mais je crois qu'Apple n'avait probablement pas le choix. Puis ils l'ont fait de la bonne façon. Il faut se rappeler également que les frais de recherche et développement de Apple ont triplé. Ils sont rendus à 6 milliards de dollars par année. Et encore là, je dis que leur flux de monétaire dégagé par les opérations n'a aucunement diminué. Alors, c'est probablement la société actuellement qui investit le plus en recherche et développement dans des appareils technologiques. Moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir, là, parce que le prix, en tout cas, qui la rumeur circulait, c'était quoi, autour de 600-700? Oui. C'est cher en bébé. Tu es obligé d'avoir ton iPhone, puis à moins d'avoir le Wi-Fi à la maison, puis tu n'as pas ton iPhone ouvert, quand même. Oui, on ne sait pas vraiment à quel besoin. Hein? Alors, je pense qu'il faut attendre et voir et regarder actuellement la réaction des consommateurs à cette montre-là, parce qu'effectivement, on a mis dans la présentation une diapositive qui montre comment ce produit-là est actuellement mis en marché en Chine. Je ne sais pas si on est capable de le mettre sur l'écran. Oui. C'est la diapositive suivante. C'est assez quand même révélateur que... le magazine Vogue, exactement, en Chine. Oui. En Chine. Alors, tu vois qu'elle porte la montre. Alors, ça devient un objet de mode, comme un bijou, avec les couleurs qui sont appropriées avec ce qu'elle porte. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. On verra l'année prochaine. Puis, il y a l'Apple 5K aussi, l'écran Retina. Là. Exactement. Puis, il y a Beats qu'ils ont acheté aussi. Tout à fait. Alors, ça renforce l'écosystème. Ouais. Ce n'est pas simplement que des écouteurs qu'ils ont achetés, mais c'est vraiment des gens qui connaissent la musique, qui vont être capables de créer un écosystème d'amateurs de musique pour leur proposer des musiques. On est rendu là. Exactement. Exactement, François. C'est le streaming ou la musique en ligne qu'on peut appeler la musique sur demande. Oui. Et la musique également qui va être sur mesure par rapport au goût des consommateurs. OK. Et en terminant rapidement, il reste 20 secondes parce que dans l'autre bloc, on parlait d'autres choses. Carl Icahn, lui, là-dedans, continue de mettre de la pression ou s'il se calme un peu? Là? Énormément. OK. Carl Icahn dit qu'actuellement, le capital est trop important, il ne rapporte rien, alors il faut qu'il soit redistribué dans les mains des actionnaires. Il prétend également que les fonds communs devront en avoir davantage. Davantage. Bon, on fait une pause, on revient dans un instant tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Poursuivre notre discussion avec Carl Simard de GPS Médicis et cette fois-ci, nous allons parler d'Express Script. Oui. Ça, c'est une entreprise pour imprimer de l'argent qui fait de la gestion
pour les prescriptions. C'est la RAMQ dans le secteur des médicaments, du remboursement des médicaments, mais évidemment, c'est une entreprise qui est privée, qui offre ses services, qui gère finalement les avantages sociaux d'entreprise, l'avantage social qui est lié aux médicaments. Et vous me disiez, pendant la pause, que je parlais de TELUS. Je pensais que TELUS faisait la même chose là, avec TELUS Santé. Mais vous me disiez qu'ils servent de leur plateforme en plus? En plus, effectivement, il y a un lien avec la plateforme de Express Script. C'est un titre que nous avions recommandé en début 2013 au coût de 55,50 effectivement. Et nous avons obtenu un rendement de 38 %. Quand même. Nous avons vendu le titre, cependant. Ah oui? OK. Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que nous avions commencé à avoir des doutes sur la qualité de leur gouvernance. Et nous, la gouvernance, ça ne pardonne pas, et je vais expliquer plus tard pourquoi. Et deuxièmement, nous avons trouvé une entreprise pour la remplacer avec un risque plus faible. Alors, ça nous permet toujours de rehausser, lorsqu'on trouve une entreprise qui remplace un autre qui est plus risqué, alors, dans le fond, on rehausse la qualité générale de notre portefeuille et c'est ça que nous recherchons toujours à faire. Bon, alors, est-ce que, là, tu nous as préparé une diapositive. Pourquoi avoir vendu des mauvaises excuses? Ça, c'est de la part du bureau de direction? De la part du dirigeant principal, du chef de la direction, qui évoquait comme raison à une chute de son bénéfice, la raison qui était liée à la tempête, au froid de l'hiver passé, l'hiver qu'on vient de se terminer, qui avait été dur aux États-Unis. Je viens de comprendre pourquoi c'est une mauvaise excuse, parce que je ne vois pas le problème là. Nous, on n'a pas vu aucun lien. Non, moi non plus. Parce que les médicaments, c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Tu peux retarder d'une journée, 2 journées, mais on n'a pas compris trop l'impact que les tempêtes et le froid avaient pu avoir sur les profits. Alors, on a commencé à avoir un doute. On n'a pas aimé ça. On aime beaucoup, nous, la transparence et l'intégrité des gestionnaires d'une entreprise. La deuxième raison également, lorsque une entreprise telle que Express Script fait l'acquisition d'une grosse société comme Medco, dans son cas, elle est en mesure, elle a le droit de créer une réserve qui lui permet d'absorber, si on veut, les dépenses et les charges qui sont liées à l'intégration et à l'acquisition de cette nouvelle entreprise. Et ça peut représenter des montants substantiels et c'est très arbitraire. Ouais. Et ce montant-là est ajouté à l'acquisition, il ne passe pas à la dépense. Et nous pensons que cette réserve-là avait été surévaluée de façon à leur donner un coussin par la suite d'absorber des réductions de bénéfices. Alors finalement, le bénéfice n'a pas été aussi mauvais qu'il aurait dû être parce qu'il se servait de cette réserve pour de mauvaises raisons, pour cacher finalement un bénéfice à la baisse. Alors ça, on n'aime pas cette manipulation qui est permise, là. Non, c'est pas illégal, sauf que ça paraît mal. Mais ça paraît mal. Alors, lorsqu'on tombe là-dessus, il y avait deux prises, et comme j'ai dit, nous avons trouvé une entreprise avec un profil rendement-risque moins élevé. Alors, on a décidé de remplacer Express Script par cette entreprise. Est-ce que c'est Constellation Software? Non, nous l'avions. OK. C'est qui? On va le voir. Quel est le secret? On va le voir à une prochaine émission, OK, d'accord. peut-être. OK. Constellation Software, c'est notre titre vedette que nous avons recommandé en juin 2012 à 90 $. Aujourd'hui, il surpasse le 300 $ et nous avons un rendement de 247 % de rendement en 2 ans et demi. Et c'était notre plus grosse position. Et ça, il faut y revenir. Parce que vous savez que nous, même si nous avons entre 15 et 20 titres dans notre portefeuille, les titres ne reçoivent pas la même capitale. Parce que nous les classons de notre meilleure idée d'investissement à notre moins bonne idée d'investissement. Et la première, selon nous, doit mériter davantage que la dernière. Et lorsqu'on parle d'un poids pour une bonne idée d'investissement, c'est près de 10 %. Alors, le 247 % n'a pas été fait simplement sur un poids de 2,5 ou 3 %. Elle a été faite sur un poids de 10 %. Alors, nos clients ont été fortement récompensés par une entreprise aussi exemplaire. Bon.
Alors, son problème, qui est un beau problème, là, c'est d'être capable d'augmenter ses prix. Hein? Puis il y avait la position pour mettre un peu de pression sur le marché. Oui. Disons qu'il était bien placé. Là. Oui. Nous savons que les logiciels, les multiples logiciels que détient cette entreprise, Constellation, sont des logiciels qui sont au cœur de ses clients. Alors, ces entreprises-là, finalement, ne peuvent pas mettre dehors facilement ces logiciels. Alors, tu peux augmenter régulièrement le prix de vente sans que ça affecte le volume de vente que tu vas avoir. Alors, même, on voit actuellement qu'il y a quand même des pertes de clients, mais ces pertes de clients-là ne sont pas occasionnées par des hausses du prix de vente, sont occasionnées parce que souvent, les clients sont soit achetés par d'autres entreprises ou ces clients-là ferment. Alors, finalement, c'est une belle business parce que ça te permet de hausser le prix de vente sans que tes revenus soient affectés. Bon. Les clients, ben, ce sont les clients d'ailleurs qui réussissent à financer l'entreprise parce que il y a des redevances à payer à chaque année parce que tu n'achètes pas le logiciel à chaque année. Tu as des redevances annuelles à payer parce que c'est de la gestion qu'on fait. Et ces frais de maintenance OK, sont facturés et sont perçus en début d'année. Cherche les entreprises qui n'ont pas besoin de financer le fonds de roulement. C'est quand même une entreprise de 1,4 milliard de revenus qui n'a pas besoin de financer son fonds de roulement. Alors, son fonds de roulement est négatif. Ce sont les clients qui financent son fonds de roulement parce que ses revenus sont perçus en début d'année. C'est très rare. Alors, pour le capital, c'est extraordinaire parce que tu n'as pas besoin d'immobiliser du capital qui ne rapporte rien dans le fonds de roulement. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'à partir de 2006, ce qui était perçu d'avance, là, a été multiplié par 6 en l'espace de quelques années. Exactement. Au même rythme que les ventes, fondamentalement. Quand même très bien diversifié aussi. Alors, c'est une entreprise qui est exemplaire à plusieurs niveaux, comme on a vu, mais c'est une entreprise qui est extrêmement bien diversifiée, dans présence de 30 pays géographiquement. Aucun client ne représente plus de 2 de son chiffre d'affaires. Je pense que c'est ça le point le plus important. Quand une entreprise a un client qui a des ventes ou un chiffre d'affaires avec celui-ci de plus de 20 moi, je commence à être nerveux un peu. Oui. Plus de 100 logiciels, 64 secteurs, comme par exemple la gestion des taxes municipales au Québec, c'est leur logiciel. Alors, ils sont dans de multiples secteurs très, très bien diversifiés. Bon, puis en plus, le PDG, il n'y a pas la langue de sa poche. Gouvernance irréprochable. Okay? C'est quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui est direct, qui nous dit les vraies choses. Question existentielle. Pourquoi, après 247 vous n'avez pas délesté un peu de votre participation dans CSU? Parce que nous croyons que sa valeur intrinsèque actuellement dépasse le cours encore. Alors, c'est une belle opportunité d'investissement parce que nous en connaissons sa valeur intrinsèque. Et deuxièmement, nous pouvons, étant donné sa diversification qui est aussi importante, cela nous permet d'être plus concentrés que dans un autre titre qui serait moins diversifié. Alors, c'est une gestion des risques qui est optimum. Alors, nous maîtrisons bien les risques et nous croyons qu'en raison de sa diversification, en raison de son modèle d'affaires, en raison de la gouvernance du dirigeant de l'entreprise, alors nous sommes actuellement face à une extraordinaire entreprise qui nous permet d'être plus concentrés. Alors, on va effectivement faire des ventes si ça représente une pondération qui est trop importante, comme par exemple au-delà de 15 C'est parce que je regarde les ratios aussi. Là. Quand tu dis que le retour sur le capital, 27 retour sur l'avoir des actionnaires, 42 ça commence à faire des gros chiffres. Puis ça génère, au dernier trimestre, 9,87 de flux de trésorerie sur un bénéfice net de 4,39. J'aimerais connaître le secret de gestion de cette entreprise-là. Pas pour rien, quand même, 700 millions de trésors de guerre, là, malgré tout. Là. Le succès, c'est un gestionnaire de capital exceptionnel. C'est M. Leonard, qui est le dirigeant principal. C'est quelqu'un qui gère et alloue le capital d'une manière exceptionnelle en ne compromettant aucunement son rendement qui est demandé lors de ses acquisitions. Quand même dire que malgré qu'il soit plus petit, là, au prorata, il est presque aussi puissant que SAP. Il faut le faire. Là. Non, malgré tout, là, c'est quand même une belle entreprise canadienne. C'est de chez nous. C'est une entreprise. On va jouer du violon un peu avec elle. Exactement. On va retrouver plus tard pour les questions. On revient dans un instant avec Yves Usereau. À tout de suite.